Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Alors si vous n'êtes pas déjà inscrit, bien s'il vous plaît faites-le, vous pouvez vous inscrire de ce côté, je crois que c'est de ce côté, non c'est de ce côté de l'écran. Vous pouvez faire des likes si vous aimez, vous pouvez faire des dislikes si vous n'aimez pas, mais évidemment c'est à vos risques et périls car évidemment toutes les adresses IP sont enregistrées par Big Data, vos opinions sont fichées parce que maintenant la gendarmerie française a reçu l'autorisation par décret en cas d'amende et quelques actes de procédure, de mentionner votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, ainsi que d'autres éléments de votre vie privée. Évidemment, la CNIL n'a rien dit. Évidemment, le Conseil d'État, la Cour de cassation, personne n'a dit quoi que ce soit, parce que cet État macronien est d'un État de plus en plus répressif. Il est obligé de devenir répressif parce que grâce aux réseaux sociaux, et c'était un risque contrôlé par eux. Vous savez maintenant à qui vous avez affaire, et je ne parle pas seulement de Macron, je parle aussi de la droite, avec les Le Pen totalement financés par les oligarques sionistes russes, ou l'extrême gauche qui est aussi financée par les mêmes réseaux, parce qu'en fait, c'est la politique Rothschild, financer, d'avoir toujours deux fers au feu, et financer les deux, ainsi que le feu, ainsi que le lieu, ainsi que les opérateurs. Donc c'est comme ça qu'on gagne à tous les coups, c'est comme ça qu'ils gagnent à tous les coups depuis 200 ans. Alors on est en extérieur, on risque d'être dérangé assez souvent, mais il est 8h du matin, il fait déjà près de 32 degrés à Rio, donc plutôt qu'allumer l'air conditionné, je préfère retourner ceci dehors. Alors on va être un petit peu interrompu, excusez-moi pour les bruits parasites, mais on essaiera de faire avec, ok? Quand on commence à écrire ou à se documenter sur le gouvernement mondial, on tombe sur une structure évidemment. Alors évidemment, dès qu'on tombe sur la théorie de la conspiration, on vous accuse immédiatement l'État d'Israël avec sa politique sioniste. Évidemment, derrière l'État d'Israël, on pense que ce sont des juifs, des méchants juifs au nez crochu, intéressés par l'argent. Et puis derrière, on nous dit, il y a les États-Unis, évidemment, c'est le grand empire. On nous dit Alain Soral, le grand empire qui veut dominer le monde. Et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et évidemment, qui a dit États-Unis dit franc-maçon, puisque les États-Unis, c'est une indépendance qui a été obtenue de haute lutte par le peuple américain, notamment par son élite maçonnique, contre la couronne britannique. Alors évidemment, ça arrange tout le monde, surtout les principaux donateurs d'ordre du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la couronne britannique, qui en réalité est la tête pensante. Je pense que maintenant vous l'avez compris, les États-Unis n'étant devenus qu'un bras armé sous leur contrôle, et Israël étant en fait là où ils ont caché leurs idéologues, pour faire endosser aux juifs et aux francs-maçons la responsabilité du projet complètement chrétien et même complètement anté-chrétien des nationalistes anglo-saxons. Parce que ce dont il s'agit avec le nouvel ordre mondial, c'est évidemment un projet nationaliste qui est porté par la couronne britannique et 12 familles autour d'elle, donc les 12 familles d'Illuminati que vous connaissez maintenant un petit peu mieux. On va s'asseoir pour pouvoir parler tranquillement, un petit peu plus dans le silence. À tout de suite. Effectivement, quand on s'intéresse au nouvel ordre mondial, on voit qu'en fait on a un projet qui est un projet complètement spirituel, disons, même religieux, qui est le projet de la couronne britannique, de la famille de Dan, c'est-à-dire de faire de Jérusalem une sorte de Stone Age, sur le modèle donc de la civilisation britannique. Alors on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est cette civilisation de Stone Age, et puis on va voir que le nouvel ordre mondial en fait est une idée qui est venue aux anglo-saxons lorsqu'ils se sont installés en Grande-Bretagne et qu'ils ont décidé de constituer leur empire et de dominer le monde. Alors effectivement, le nouvel ordre mondial a un projet politico-religieux, un projet porté par la couronne britannique sur le modèle de Stone Age. Alors qu'est-ce que c'était Stone Age? Eh bien tout simplement, on était dans une période de l'histoire où l'humanité n'était pas totalement sédentarisée, mais elle n'était pas non plus nomade. Donc ce qui s'était passé, c'est que toutes les tribus de Bretagne, toutes les tribus britanniques s'étaient réparties sur le sol de la Grande-Bretagne, et ces tribus britanniques, en réalité, elles avaient besoin d'un point de convergence, un point de sédentaire, comme tous les nomades. Les groupes de nomades sont toujours animés en leur centre par un endroit de sédentaire où il y a le chaman, où il y a même des groupes de chamans. C'était le cas à Stone Age, où il y avait un groupe de chamans qui assurait la communication avec les ancêtres. Il y avait aussi un autre point en bois qui était dédié à la vitalité, à la manière de retrouver de la vitalité. Donc on est là tout à fait dans la structure du nomadisme, cette structure pyramidale dont je vous ai expliqué plusieurs fois le sens et le fonctionnement. Et on s'aperçoit que cette structure pyramidale, elle a été complètement reproduite par le nouvel ordre mondial, mais en version déviée, en version satanique. Et c'est certainement ce qui pose le plus de problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème à être des nomades, sauf qu'on a une population réduite.
Mais lorsqu'on est dans le nomadisme dévié, eh bien, on va reproduire un certain nombre d'actes qui sont plutôt mauvais de notre point de vue de sédentaire, c'est-à-dire la limitation de la population et l'accaparement des richesses. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc Stonehenge, je vous le répète, un centre sédentaire en son centre, animé par des chamans, des sages, des anciens sages qui étaient là dans des monuments de pierre. Et de l'autre côté, le peuple qui faisait la fête dans des huttes de bois tout autour, 1 à 2 fois par an, quelquefois 4 fois. Hein. Et ces peuples étaient des peuples nomades qui étaient dans l'espace grand-breton. Alors ce système, il s'est effondré à la fin de l'ère du taureau. Le site de Stonehenge, il a été désaffecté, tout simplement parce que cette civilisation des mégalithes, elle s'est écroulée. L'Europe est passée à une civilisation intégrale sur le modèle égyptien qui s'est imposé par étapes jusqu'à l'empire carolingien qui marque l'avènement de ce mythe, le mythe du roi Arthur. Hein. C'est donc la synarchie qu'on retrouve dans le mythe du roi Arthur, c'est tout à fait ça. C'est un ensemble de sédentaires qui sont placés autour d'un nomade. Alors dans le nomadisme, on a un sédentaire au centre et 12 nomades autour. Et bien dans la sédentarité, c'est le contraire. On va trouver les chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire 12 sédentaires, 12 seigneurs féodaux, avec en leur centre eh bien, un nomade spirituel sur le modèle du roi David ou sur le modèle du roi Arthur, le modèle d'Avalon. Et là, on est vraiment dans la synarchie telle qu'elle se définit avec ces 4 castes. Alors maintenant, on va voir comment le nouvel ordre mondial en fait a récupéré à une période où l'impérium occidental s'est effondré cette idée, hein, mais en mode inversé. Tandis que Stonehenge avait permis l'avènement de l'empire carolingien, ici on se retrouve tout à fait dans le modèle inverse, c'est-à-dire sortir de l'empire carolingien, c'est-à-dire de l'Europe occidentale telle qu'elle s'est définie depuis environ 1000 ans, pour retourner au nomadisme. Et ce retour au nomadisme, il va passer par une étape qui est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial en soi, ce n'est rien. Ce n'est juste que la manifestation d'une désédentarisation, d'une nomadisation des peuples de l'Occident qui vont voir leur civilisation s'effondrer, leur population disparaître et se dissoudre dans ce grand tout, de l'hémisphère nord, dans ce grand tout de l'humanité du début de l'ère du Verseau. Donc voyons maintenant comment cela fonctionne plus précisément actuellement et notamment quel est le rôle de Vladimir Poutine, qui, je le répète, est un citoyen de la City de Londres, donc il est sous la juridiction de la reine d'Angleterre, il est un citoyen britannique, et vous allez me comprendre pourquoi il est entouré de talmudistes et quel est son rôle dans la construction du nouvel ordre mondial, parce que, évidemment, c'est une compétition entre 3 groupes au sein de l'Occident, 3 groupes de talmudistes et de chrétiens qui se sont liés ensemble pour détruire la synarchie et permettre l'avènement de ce nouvel ordre mondial. Alors comme je venais de vous l'expliquer, comme je venais de vous le dire, ce nouvel ordre mondial, en fait, il se construit sur... En fait, ce n'est pas une construction, c'est une déconstruction de l'Occident. Donc la synarchie européenne de Charlemagne a été détruite. Ensuite, la synarchie, la tentative de synarchie française avec la culture, la civilisation française chrétienne du Moyen-Âge s'est effondrée. Et ce qu'on voit apparaître, c'est le nationalisme. Et parmi toutes ces nations qui vont rentrer en compétition les unes avec les autres, le bal est ouvert par les Portugais, il est fermé par les Polonais. Hein. Donc l'Europe rentre dans un processus de destruction qui est commencé au Portugal et qui va se terminer avec la destruction de la Pologne. Et d'ailleurs la destruction du Portugal comme de la Pologne, puisque ce qui est annoncé par différentes prophéties. Alors voyons maintenant de quoi il s'agit. Autrefois, l'Occident était divisé, c'était l'empire de Charlemagne, et il était divisé en 3 parties. Une partie centrale qui va de la Hollande jusqu'au sud de l'Italie, jusqu'à la Sicile. Une partie orientale, donc la partie de l'Europe orientale et la partie russe, et une partie occidentale, donc la France, la péninsule ibérique et effectivement la Grande-Bretagne. Alors cet empire, il n'a pas survécu à Charlemagne. Dès sa mort, ses 3 fils se divisent entre eux et l'Europe est divisée en 3 et on voit apparaître 3 types de religions. Donc au centre, c'est le catholicisme qui va prendre le dessus en proposant son modèle avec le Saint-Empire romain germanique et la couronne de France. C'est un modèle catholique de synarchie, de grande tendance oligarchique. À l'Orient, on va avoir l'orthodoxie russe, donc avec ses pouvoirs qui se sont créés en Orient. Et ensuite, à l'Occident, on va avoir donc une augmentation du nationalisme. Plus on va vers l'Ouest, plus on est dans le nationalisme. Plus on va vers l'Est, plus on est dans la synarchie. Donc pendant longtemps, pendant tout le Moyen-Âge. Et ce qu'on va voir apparaître, c'est un nationalisme portugais, espagnol et puis anglais et également français de plus en plus fort. Et de ce côté-là, on a une autre religion qui se met en place. Donc tout le monde, on a le catholicisme
au centre, on a l'orthodoxie en Orient, et bien à l'Occident, on va avoir l'avènement donc du protestantisme. Alors à chaque fois, on s'aperçoit que y a des juifs qui aident à conforter ces civilisations. Donc les juifs, ce sont des nomades, mais ils sont bienvenus dans les synarchies, comme en général les nomades. Ils ont leur propre statut, que ça soit en Orient, que ça soit en France et que ça soit dans toute l'Europe. Alors dès que le nationalisme arrive, eh ben, les juifs deviennent les têtes de Turcs. Ça commence donc en Espagne et au Portugal, et puis ça va continuer dans différents pays. Hein. Il y a plus on est nationaliste, et on le voit avec le nationalisme allemand, et plus on est excité contre les juifs. Les nomades en général, également ceux qui détiennent la science ésotérique, c'est les francs-maçons, et puis évidemment les homosexuels pour différentes raisons symboliques et raisons traditionnelles. Alors ce qu'on va voir, ce qui va se passer donc, c'est que le pôle anglais, le pôle nationaliste, va s'unir avec des déjudaïsés, hein, des talmudistes, mais qui vont de plus en plus se déjudaïser, abandonner le judaïsme et rentrer dans la proposition de la couronne britannique qui est de détruire l'ordre traditionnel, de détruire la sédentarité occidentale pour imposer un nouveau modèle sur... Alors la couronne britannique, elle essaye d'imposer un nouveau modèle, mais pas un modèle de synarchie, au contraire un modèle d'anti-synarchie qui va passer par une étape qui est une falsification, une imitation de Stone Age. Et c'est effectivement ce qui va se passer et qui explique mieux la suite. Donc les Anglais, leur idée, c'est de ramener les Juifs en Palestine, de faire de Jérusalem donc une sorte de Stone Age où il y aurait des sages juifs, hein, complètement déjudaïsés et laïcisés, mais qui seraient des sages et qui seraient les ancêtres de l'humanité, les ancêtres des croyants. Et puis tout autour, l'humanité serait revenue à du semi-nomadisme, et c'est ce qu'il propose sur le modèle britannique, donc au centre Stone Age qui serait devenu Jérusalem, et autour une humanité qui est non plus une humanité de sédentaires, mais une humanité de nomades ou de semi-nomades. Donc on retourne à Stone Age, mais en sens inversé, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers la civilisation comme l'a fait Stone Age, on va vers la décivilisation, l'effondrement, et c'est ce que nous propose le nouvel ordre mondial, d'aller vers l'effondrement et la décivilisation. Alors cette décivilisation qui est promise par le nouvel ordre mondial, elle utilise évidemment des juifs déjudaïsés, hein, c'est le sionisme juif, mais il faut savoir qu'en amont il y a un sionisme chrétien et il y a le projet de la couronne britannique. Donc tout ça a commencé avec des chrétiens nationalistes. C'est pour ça que je tue à vous le dire. Le problème du nouvel ordre mondial, c'est un problème qui est inhérent au nationalisme, et le plus tôt vous abandonnez le nationalisme, et le plus tôt vous démasquez le nouvel ordre mondial qui n'est qu'un projet, en réalité un projet nationaliste. Donc quand on est sorti du nationaliste, on peut sortir de l'internationalisme et du supranationalisme, c'est-à-dire du gouvernement mondial. Et je vais vous expliquer maintenant quel est le rôle de Poutine, comme quel a été le rôle d'Adolf Hitler. En comprenant qui était Adolf Hitler, vous comprendrez mieux cette bagarre qui se joue entre chrétiens et entre talmudistes pour le contrôle de l'Occident et la décivilisation de l'Occident. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors tandis que le nationalisme anglais devient de plus en plus fort, tandis que sous la couronne britannique se constitue un véritable petit empire, hein, même un énorme empire, elle le contrôle de deux façons. Elle le contrôle directement, hein, par la couronne britannique, et puis elle le contrôle via la République française qui a été créée par la City de Londres. Hein. Tous les grands révolutionnaires français sont des bandits qui sont payés par la couronne de Londres. C'est très clair pendant toute la guerre où Marat, Robespierre, Danton, etc. reçoivent des subsides directement depuis l'Angleterre. Le roi Louis XVIII lui-même, le futur roi Louis XVIII lui-même se réfugie en Angleterre, ce qui montre bien que le problème vient de là, et il négociera d'ailleurs son retour. La Révolution française, elle est menée en utilisant tous les psychopathes, soit les gens de la noblesse qui ont complètement déchu et qui sont allés vers le républicanisme et la démocratie, qui deviennent une noblesse marchande, donc une noblesse déchue, puis évidemment la racaille des banlieues, hein, aussi bien la petite bourgeoisie qui veut s'enrichir que la grande bourgeoisie qui veut démonter l'État capétien pour s'approprier donc tous les reliefs du royaume, et ils le feront, et puis toute la canaille des villes et des campagnes qui est très contente d'avoir une opportunité de mentir, de voler et de tuer. Et je vous faisais remarquer dans une autre vidéo le niveau de recrutement de la police française dès ses origines, la police nationale, la police républicaine, dès son origine, elle a été constituée en recrutant les bandits, les menteurs, les voleurs, les violeurs, les asociaux, et ça n'a pas véritablement fini. Alors c'est vrai qu'il y a moins de menteurs, de voleurs et d'assassins en France parce que le pays s'est assagi depuis la Révolution française, puis la monarchie est revenue, puis l'Empire, puis il y a eu des grandes guerres aussi qui ont permis d'éliminer beaucoup d'anormaux. Mais ce qu'on va s'apercevoir, c'est que les cassos, généralement, ils ont toujours été utilisés par la République française pour faire son travail contre la France, et en particulier toute cette racaille qu'on va retrouver dans l'armée, dans la police, de la
CRS, etc., qui sont des gens en échec scolaire, des dépressifs sociaux, cette bande d'anormaux qui sont gérés par l'éducation nationale et qui vont être utilisés au service de la couronne britannique pour asservir la France, terroriser les Français et permettre aux banquiers de s'en mettre plein les fouilles. Alors on le voit actuellement où M. Macron est en train de détricoter tout l'état de droit avec la complicité de la police. On rentre dans un état totalement répressif, ce qui augure très mal de ce qui va se passer dans le futur, puisque le programme, c'est un programme de décivilisation. Lorsqu'il s'agit pour les Anglais, pour l'Empire britannique, de déciviliser, de détruire la civilisation occidentale, ils l'ont fait par étapes. Tout d'abord, ils ont financé la révolution bolchevique afin de détruire la synarchie orthodoxe, l'anéantir, et ils l'ont fait grâce à Karl Marx, grâce à ces agents qui ont été payés, Engels et Marx, qui ont été payés pour créer une doctrine et monter les masses populaires contre le tsar, contre la couronne de Russie. Alors, après 72 ans de bolchevisme, l'Union soviétique sort tout à fait hagard, tout à fait chaos, et ça prépare la voie à Vladimir Poutine. Alors le même processus se fait exactement en Allemagne. La synarchie allemande, c'est-à-dire l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'État national allemand, sont poussés à la guerre par la France, l'Angleterre et la Russie au nom de la finance, des intérêts de la finance. Et on s'aperçoit que l'Allemagne est détruite avec un nationaliste, Adolf Hitler, qui est aidé par tout un groupe de déjudéisés qui vont construire autour de lui son projet de nouvel ordre mondial. On a déjà un nouvel ordre mondial nationaliste allemand et qui évidemment va rentrer en conflit avec les anglo-saxons et sera détruit. De l'autre côté, la même chose a été faite avec l'orthodoxie russe, c'est-à-dire que la synarchie russe, elle a été détruite au nom du nationalisme. On a envoyé des déjudéisés qui étaient les premiers bolcheviks, un millier financés par la banque Rockefeller pour détruire la synarchie russe. Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'au fur et à mesure, le terrain est préparé pour reproduire exactement ce qui s'est passé en Allemagne, c'est-à-dire faire monter le nationalisme russe, puis l'anéantir totalement et le faire rentrer dans le nouvel ordre mondial. Alors c'est là où il est intéressant de faire un parallèle entre Adolf Hitler et Vladimir Poutine pour voir exactement ce que veut la couronne britannique, parce qu'elle veut la même chose et elle utilise exactement le même processus de destruction qui passe d'abord par du nationalisme, le nationalisme russe de Vladimir Poutine, un agent des services secrets, puis ensuite par un internationalisme, puisqu'on a avec les BRICS, une espèce d'internationale au centre de laquelle est la Russie. Et la Russie vise ensuite à être un État supranational, un État dominant, ce qu'elle vous cache, mais ce que ne cache pas Alexander Dugin, qui est le maître à penser de Vladimir Poutine, un ami personnel d'Alain Soral et du cher Imran Hossein, qui nous explique que l'ambition pour la Russie maintenant, c'est de passer à l'internationalisme, c'est fait avec les BRICS, c'est au supranationalisme, c'est-à-dire d'annexer totalement l'Europe, d'annexer tout le Moyen-Orient et le Maghreb, de détruire l'État d'Israël, d'enchasser les anglo-saxons pour avoir un contrôle en tant que pôle de civilisation unique qui régnerait sur le monde. Voilà le programme de Vladimir Poutine, et si vous ne l'avez pas compris, c'est qu'il faut vous acheter un cerveau. Donc vous allez mieux comprendre pourquoi les nationalistes français, c'est-à-dire Marine Le Pen ou Alain Soral, sont financés par la Russie, puisqu'ils sont des agents rémunérés de la République, de la Fédération de Russie. Alors on doit remarquer qu'il y a énormément de points communs entre Vladimir Poutine et Adolf Hitler. J'en ai énuméré 12, vous allez le voir sur la liste qui est fournie en annexe. Donc on s'aperçoit que tous les deux, ils ont des origines khazars, donc les liens de Adolf Hitler avec les Rothschild sont parfaitement connus. Ce qu'on sait moins, c'est que la mère de Vladimir Poutine et son père sont tous les deux des talmudistes, des talmudismes khazars de Russie, alors évidemment déjudéisés, ce sont des gens qui ont apostasié le judaïsme, qui se retrouvent chrétiens comme Vladimir Poutine, qui est chrétien comme qui est orthodoxe comme Adolf Hitler était catholique. Adolf Hitler n'a jamais cessé de se dire catholique, mais l'était-il véritablement? Évidemment non, mais il n'a cessé de le dire et c'est les catholiques qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. De même en Russie, Vladimir Poutine nous prétend qu'il est orthodoxe et les orthodoxes le maintiennent au pouvoir, les nationalistes orthodoxes, mais comme les nationalistes catholiques allemands ont maintenu Hitler, les orthodoxes nationalistes portent Vladimir Poutine, mais est-il réellement orthodoxe? En tout cas, nationaliste il l'est puisqu'il veut un gouvernement mondial, il est un agent du gouvernement mondial, mais en tout cas il est certainement pas orthodoxe et certainement pas synarque. Alors Vladimir Poutine, des origines khazars, eh bien oui, effectivement, déjudéisé, oui, il vient d'un milieu de juifs apostats, totalement déjudéisé, comme Adolf Hitler. Il se prétend orthodoxe comme Adolf Hitler se prétendait catholique. Et on s'aperçoit que c'est quelqu'un comme Adolf Hitler qui souffre de troubles de la personnalité. On peut le voir sur les images anciennes lorsqu'il travaillait au sein de la mairie de Saint-Pétersbourg, de Leningrad,
où il a été totalement impliqué dans le système de corruption. Donc c'était un moment où la Russie, contre des ressources, échangeait de la nourriture. Et Vladimir Poutine a commencé à construire sa fortune à ce moment-là, avec les importants fonds anglo-saxons, européens et même français qui venaient des banques occidentales et des milieux d'affaires occidentaux vers la Russie, en particulier Saint-Pétersbourg. Il est dans l'entourage de Vladimir, il est dans l'entourage du président Eltsine. Voilà. Donc Vladimir Poutine, c'est un agent du KGB. Alors c'était quelqu'un qui était impliqué dans l'élimination des opposants, et on trouve là un autre point commun avec Adolf Hitler. En effet, ce qu'on ignore généralement, c'est que Adolf Hitler a travaillé pour le service de renseignement allemand pour infiltrer le Parti des travailleurs. Il a fini par y prendre le pouvoir parce qu'il avait ces troubles de la personnalité, cette capacité schizophrénique et médiumnique. Eh bien, c'est la même chose avec Adolf Hitler. Il vient du service de renseignement, il a les mêmes troubles de la personnalité, c'est assez clair, hein, on voit son parcours, on voit son évolution. Et il est promis donc à un avenir par le milieu qui est autour de lui de déjudéiser au service de la couronne britannique, qui ont comme objectif de détruire l'Allemagne et là de détruire la Russie. Donc Vladimir Poutine, parce qu'il est nationaliste, vient là pour détruire la Russie, pour détruire la synarchie russe et détruire l'orthodoxie. Alors évidemment, il ne va pas le faire directement, mais il va le faire en prêchant le nationalisme qui mènera à l'internationalisme, c'est fait avec les BRICS, et ensuite un supranationalisme russe qui échouera, mais qui fera le lit du nouvel ordre mondial. Alors Vladimir Poutine, comme Adolf Hitler, il est impliqué dans l'élimination des opposants. C'est un autre point commun entre les deux. Ils sont tous les deux financés par les banques occidentales. Hein. Pour Hitler, c'est prouvé, pour Vladimir Poutine aussi. Je vous mettrai des références. Ils ont tous les deux des liens avec les grands groupes industriels. C'est le cas de Adolf Hitler avec IG Farben, mais c'est aussi le cas de Vladimir Poutine, qui est entouré d'oligarques déjudéisés, hein, de talmudistes russes, mais qui sont en fait, on prétend juifs, mais qui sont en fait des déjudéisés, mais qui sont d'origine juive et d'origine khazare. Donc ils ne pratiquent pas le judaïsme, mais ils ont donc cette origine, ils sont donc des déjudéisés, avec toutes les caractéristiques de cette mention, c'est-à-dire alors que les juifs étaient là pour sauver l'humanité, les déjudéisés sont là pour la perdre. On le voit bien dans le cas des différents tenants de la modernité, comme Jung, Einstein, Freud, etc., Bergson, qui sont tous des déjudéisés. Ce qu'on remarque chez Hitler comme Vladimir Poutine, c'est un fort enrichissement personnel. C'est des gens qui partent de rien. La famille de Vladimir Poutine, elle est pauvre. La famille d'Hitler, elle est pauvre. Et ce sont des gens qui accumulent des fortunes. Poutine est certainement un des hommes les plus riches d'Eurasie. Alors, est-ce qu'ils vont faire un coup d'État démocratique? Oui, les deux. Adolf Hitler, il fait un coup d'État démocratique. Il se fait élire pour être chancelier. De la même façon, Vladimir Poutine comme Adolf Hitler se font élire pour faire un coup d'État et s'installer au pouvoir. Et pour l'instant, on a un gentil Vladimir Poutine plutôt pacifique, mais il tombera rapidement son masque pour rejoindre le rang d'Adolf Hitler et être sa photocopie version orthodoxe. Donc après Adolf Hitler, le nationaliste catholique, on va le droit à Vladimir Poutine, le nationaliste russe orthodoxe. Alors, tout comme Adolf Hitler, Vladimir Poutine est évidemment un populiste, hein, un populiste qui va utiliser l'appel à l'orgueil national. Poutine, il est parti d'un moment où la Russie a été très humiliée après la chute de l'Union soviétique, tout comme l'Allemagne avait été très humiliée après la chute du Reich allemand. Et Vladimir Poutine, c'est un nationaliste, quelqu'un qui est là pour satisfaire l'ego national. Donc on va donner des sucreries aux nationalistes, les satisfaire avec une armée puissante, des symboles, de la redistribution sociale, des grands projets. Donc ça fonctionne exactement sur le même système. Poutine fait un coup d'État démocratique, mais c'est avant tout un populiste qui va utiliser une thématique chrétienne. Hitler va utiliser la thématique templière, la thématique catholique, tandis que Vladimir Poutine va plutôt utiliser une thématique orthodoxe, mais c'est la même. Alors ce qu'on remarque chez les deux, c'est le côté maçonnique de l'architecture. Donc toutes les constructions du Troisième Reich font référence à l'Empire romain, avec énormément de constructions de style maçonnique et de style antique. Et c'est la même chose avec Hitler. Hein. Hitler reprend notamment dans son projet de Nouveau Berlin tout l'éthique de l'Empire romain et tout l'éthique maçonnique de construction. On voit bien là son inspiration templière. Et bien on va retrouver la même chose avec Vladimir Poutine, notamment dans les constructions nouvelles qu'on a fait à Moscou, qui sont une réinterprétation du style orthodoxe, mais sous l'effet du style maçonnique, du style gréco-romain ou gréco-égyptien, qu'on retrouve bien d'ailleurs dans Astana. Astana, il est dans le groupe des maçons des francs-maçons qui sont autour de Vladimir Poutine, au sein de la loge Golden Eurasia, qui est chargée donc de faire monter la Russie comme un des pôles du gouvernement mondial avant son effondrement et la dictature générale du nouvel ordre mondial. Évidemment, Adolf Hitler, il fait partie des groupes néo-templiers, hein, il est impliqué dans l'ordre de Thulé. On n'a pas de preuves historiques qu'il ait été franc-maçon, mais
il est très inspiré par le maçonnisme, notamment le maçonnisme de Goethe, qu'on retrouve dans l'œuvre de Goethe, et dont Hitler était un adepte. Alors Poutine, par contre, c'est plus sûr. On sait qu'il est membre de la super loge, il y a Your Loge Golden Eurasia. Alors on s'aperçoit de Hitler comme Poutine qui sont d'abord nationalistes, puis ensuite ils sont internationalistes, ils veulent un monde multipolaire, c'est ce que veut Adolf Hitler, ce qu'il essaye d'avoir du monde anglo-saxon. Il négocie avec les anglo-saxons d'un côté, il négocie de l'autre côté avec les soviétiques. Hitler veut un monde multipolaire. Puis ensuite Hitler, il voudra un monde unipolaire, totalement dominé par l'Allemagne nazie, et c'est effectivement ce que va nous préparer Vladimir Poutine. Alors effectivement, Vladimir Poutine, d'abord nationaliste, puis internationaliste avec les BRICS, et on le verra avec la doctrine montée par Dugin. Je vous mettrai les références pour que vous compreniez qui est Alexander Dugin. C'est un monde où la Russie serait dominante, elle serait le principal pôle de civilisation en ayant vaincu le monde anglo-saxon, en ayant vaincu Israël et en ayant noué un accord avec la Chine. Un accord évidemment de domination basé sur les ressources naturelles. Alors, tout comme d'abord Adolf Hitler s'est entendu avec les bolcheviks, avec les Russes donc marxistes, eh bien Poutine fait la même chose. Il s'entend avec les bolcheviks, donc les maoïstes, et avec la Chine communiste de la même façon. Donc, comme on avait un accord entre Hitler et Staline, on a un accord entre Poutine et Xi Jinping, donc un accord avec les communistes. Alors, Hitler, il est dans le rejet de la civilisation occidentale, notamment ce qu'il appelle la société libérale, la société anglo-saxonne, et Poutine et ses amis chinois reprennent exactement le même slogan, c'est-à-dire surtout pour la Russie, condamner la société libérale occidentale qui est vue comme décadente et affirmer son modèle de nouvel ordre, de nouvelle société nationaliste, puis internationaliste avec les BRICS et maintenant supranationaliste comme vous allez voir avec ce que nous propose Alexander Dugin. Alors pour ceux qui suivent déjà mes vidéos, ils savent qu'entre l'Allemagne nazie et l'État, le futur État d'Israël, c'est-à-dire la colonie sioniste de Balfour, il y avait un accord, l'accord de transfert, c'est-à-dire les Juifs qui acceptaient de quitter l'Allemagne et d'aller en Israël, eh bien, ils laissaient leurs biens aux Allemands, mais la Banque de Londres les remboursait. Donc, dès qu'ils arrivaient en Israël, eh bien, ils recevaient de l'argent. Moi, il y a des personnes de ma famille du côté allemand qui en ont bénéficié. Donc, quand ils ont vu ce qui se passait, ils sont d'abord allés en Palestine, ils ont été remboursés par la Banque de Londres, et ensuite, ils ont quitté la Palestine pour aller vivre aux États-Unis parce qu'ils avaient très bien compris le piège dans lequel ils étaient tombés. Mais c'était le seul moyen qu'ils avaient de sauver leur vie et de sauver leurs biens avec, je dois dire, une certaine intelligence. Ces rapports troubles avec l'État d'Israël, on va le retrouver on le voit chez Adolf Hitler, qui est super sioniste, c'est-à-dire au bout d'un moment, à partir du moment où il est en guerre contre l'Occident, eh bien, il va exterminer, il va intensifier son extermination des Juifs. Au début, c'est pour les faire partir en Palestine, puis après, c'est pour les exterminer, tout simplement pour vider l'espace arien de la présence sémite, dit-il. Eh bien, on trouve la même chose avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire que Vladimir Poutine a exactement les mêmes liens avec l'État d'Israël qu'Adolf Hitler. Il y a beaucoup d'accords entre la Russie et des accords de coopération entre la Russie et Israël. Vladimir Poutine est un ami personnel de Benjamin Netanyahou et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a de liens très forts. Les Juifs qui sont en Russie sont poussés financièrement pour aller vivre en Israël. Et il y a donc un accord entre l'État d'Israël et la Russie pour l'émigration des Russes vers la Palestine, ce qui se fait actuellement. Donc au début, on a un Hitler qui est favorable au sionisme, à l'expédition des Juifs vers Israël. C'est exactement ce que fait Vladimir Poutine. Puis ensuite, on a un Hitler qui va exterminer les Juifs d'Allemagne et qui va rentrer en guerre contre la colonie sioniste de Palestine. Et c'est exactement ce que va faire Vladimir Poutine. Donc pour l'instant, il a son accord avec Israël, mais au bout d'un moment, le ton va monter, il va s'en prendre aux Juifs qui n'ont pas voulu aller en Israël et qui sont restés présents sur le sol russe et il ira attaquer et détruire l'État d'Israël exactement comme l'a fait Vladimir Poutine et c'est dans le scénario de la Troisième Guerre mondiale, d'ailleurs porté par Alexander Dugin, que la Russie aille anéantir l'État d'Israël et provoquer la migration des Juifs qui sont, ou des déjudaïsés qui sont en Palestine vers les États-Unis et vers le continent américain. Dans les deux cas, on s'aperçoit chez Poutine et chez Hitler qu'il y a une instrumentalisation de la crise économique. Donc la grande crise financière de 1929, elle va faire le lit du nazisme et là, le grand effondrement économique à venir, il va faire le lit de Vladimir Poutine. L'État qui a le plus profité de la crise de 2008, c'est la Russie. La Russie, grâce à la crise de 2008, est rentrée dans un programme
totalement nationaliste en se déconnectant du système monétaire international, en se déconnectant des échanges internationaux. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les sanctions contre la Russie, elles ne sont pas là pour affaiblir la Russie, elles sont là pour la renforcer dans sa stratégie nationaliste, internationaliste et supranationaliste. Donc, les mesures qui sont prises contre la Russie sont des mesures que l'Occident prend pour fortifier la Russie, comme les mesures qui avaient été prises contre l'Allemagne ont fortifié l'Allemagne d'Adolf Hitler. Alors, Hitler, il voulait un espace vital, c'est la même chose que veut Vladimir Poutine, en tout cas c'est ce qu'il nous raconte. Il y a un espace vital russe, qui nous dit-il, qui comprend donc toute l'Eurasie et le Moyen-Orient jusqu'au Maghreb. C'est le grand espace chrétien, nous dit Vladimir Poutine, qui veut revenir, donc que les chrétiens redominent à nouveau le Maghreb, qu'ils dominent l'Europe occidentale, toute l'Europe orientale, la Russie et puis aussi le Moyen-Orient. C'est un projet soi-disant chrétien comme Hitler avait un projet soi-disant catholique, c'est-à-dire créer un remake de l'Empire romain catholique. Et bien Poutine veut nous faire un remake de l'Empire romain mais en version orthodoxe. On a vu que Hitler a participé, malgré qu'il s'est tout le temps chanté l'apôtre de la paix, a été le principal instrument de la Deuxième Guerre mondiale. Donc d'abord, il s'est uni avec les marxistes contre l'Occident, comme Poutine s'est uni avec la Chine contre l'Occident. Alors il y a toujours un double ou triple jeu. Et Poutine, on le verra, il va être l'instrument de la Troisième Guerre mondiale, puisque la Russie se mettra en situation où l'Occident lui déclarera la guerre. Je répète que c'est la France, l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à Adolf Hitler, et on verra que la France et l'Angleterre déclareront la guerre à Vladimir Poutine, ce qui est quand même pas piqué des verres quand on sait que les nationalistes français sont financés par la Russie et que Poutine est un agent de la couronne britannique puisqu'il est citoyen d'honneur de la City de Londres. Donc Poutine, oui, pour l'instant l'apôtre de la paix, mais évidemment dans le futur l'apôtre de la guerre, une guerre que lui déclarera l'Occident et dans laquelle il ira très volontiers puisque les nationalistes russes, devenus internationalistes maintenant, ils verront une opportunité d'être des supranationalistes, c'est-à-dire de contrôler le monde au nom de leur espace vital. Alors est-ce que Vladimir Poutine est là pour manifester, pour créer les conditions de la destruction de la Russie, son intégration dans le nouvel ordre mondial de la couronne britannique? Oui, comme Adolf Hitler a été utilisé pour détruire l'Allemagne par le nationalisme, l'internationalisme, une tentative de supranationalisme dans laquelle il a été brisé. Et de la même façon, on verra que Poutine va détruire son pays. Poutine est là pour l'anéantissement de la Russie par le nationalisme, par l'internationalisme avec les briques et dans le futur par cette espèce de supranationalisme russe. On voit désormais que l'Allemagne est totalement intégrée dans le nouvel ordre mondial. L'Allemagne, elle est sous domination sioniste de la couronne britannique. C'est l'humiliation pour les chanceliers allemands d'aller sur le mémorial de la Shoah en Israël régulièrement. C'est la même chose, ça sera exactement la même chose pour la Russie. La Russie sera intégrée dans le nouvel ordre mondial, mais pour pouvoir le faire plus facilement, il fallait d'abord passer par Vladimir Poutine, le nationaliste, qui est actuellement avec le BRICS internationaliste, et qui au final sera le supranationaliste à qui tout le monde déclarera la guerre. Évidemment, la Russie s'effondrera et on aura donc une invasion par la Russie de l'Europe du Nord, un anéantissement dans le fascisme de l'Europe du Sud sur le modèle de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on ira ensuite un écrasement de la Russie qui permettra son intégration dans le nouvel ordre mondial construit sur le modèle de la couronne britannique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Donc j'ai une liste de 21 points communs entre Adolf Hitler et Vladimir Poutine. Je vous mets le document donc en annexe et pendant mon propos. Donc pour les gens qui croient encore à Vladimir Poutine, c'est que vous n'avez toujours pas compris comment fonctionne la couronne britannique. La couronne britannique veut un hémisphère nord de nomades, de semi-nomadisés. Et pour y parvenir, elle est obligée de détruire les civilisations. D'abord la civilisation catholique qui a été détruite par le nationalisme français, puis le nationalisme allemand. Maintenant, la synarchie orthodoxe a été détruite par le nationalisme russe et ça va continuer. Et au final, tout le monde sera dans l'état du Portugal et dans l'état de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire des nations qui se baladeront dans le monde entier en portant partout leur sida mental. Plusieurs personnes savent que je n'aime pas du tout les anglo-saxons. Alors évidemment, comme breton, on ne peut pas aimer les anglo-saxons. Je vois aussi au Brésil le mal que font les Portugais avec leur nationalisme. Le nationalisme portugais a détruit la monarchie, la couronne
la couronne française du Brésil, elle a été détruite par le nationalisme portugais, par ces militaires d'origine portugaise qui se sentaient plus portugais que brésiliens, qui ont imposé la République sur le modèle du Portugal et qui ont détruit l'empire brésilien, l'empire de Pedro II, de Pierre II. Donc, toujours pareil, hein, le danger, c'est ce nationalisme anglo-saxon qui a détruit le monde entier pour la couronne britannique, ce nationalisme portugais avec la colonisation, et de l'autre côté, le nationalisme polonais qui, en fait, on le voit dans la Deuxième Guerre mondiale, a joué un rôle extrêmement important. La nation polonaise est une nation totalement artificielle. En tout cas, quand on est nationaliste, on doit quitter le territoire. Moi, j'ai rien contre les nationalistes français qui sont dans l'hémisphère nord, mais alors il faut quitter le territoire métropolitain. On peut devenir de véritables nationalistes, comme les nationalistes québécois. Mais par contre, si on est nationaliste et qu'on reste en France, ou quand on est un nationaliste russe et qu'on reste en Russie, eh bien tout simplement, on va détruire la civilisation dans laquelle on est et on va en amener son effondrement. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le mécanisme. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, j'espère que vous avez bien compris maintenant, que vous avez bien compris le rôle du nationalisme, hein, comment il est là pour vous faire détruire votre civilisation. Vous avez bien compris ce que c'est comme l'Union européenne, le BRICS ou le Mercosur. Ce sont des stratégies pour donc créer des États internationaux et puis au final amener un supranationalisme. Alors il y a plusieurs supranationalismes qui sont en concurrence. Pour le moment, c'est le supranationalisme russe qui va rentrer en concurrence avec le supranationalisme anglo-saxon. Mais après, ça sera le tour de la Chine. Ça sera pour une autre vidéo où je vous expliquerai de façon plus attentive et détaillée ce qui est en train de se passer en Chine, ce qu'il faut comprendre dans cet épisode du coronavirus et généralement dans ce qui est en train désormais de se passer en Chine. Aujourd'hui, on est en extérieur. C'est un petit peu plus bruyant, effectivement. Voilà, ça vous permet de connaître un peu la vie au Brésil. Aujourd'hui, il faisait très chaud, puis je trouve plus sympa de tourner en extérieur et pas toujours être enfermé en studio. Voilà, dans le vacarme de la rue brésilienne, c'était Pascal Tréfinguet. Je vous dis à bientôt, en tout cas, je vous dis à demain. Je vous dis à demain pour une nouvelle matinale de Rio de Janeiro. La matinale de Rio de Janeiro, c'est à Rio de Janeiro, c'est pas en studio quelque part. On est financé par personne, on se finance nous-mêmes, on est au service de personne puisqu'on n'est ni nationaliste, ni internationaliste et supranationaliste. On est tout simplement un groupe d'intellectuels SINAR qui regroupe des gens de toute l'Europe, des gens du monde arabe, des Chinois, des Japonais, donc des SINAR que vous allez en trouver dans le monde entier. Et donc on est nous financés par personne, on est au service de personne, on est simplement au service de l'humanité et on est financé par nous-mêmes, c'est-à-dire nous les êtres humains qui refusons d'être des monstres du nationalisme, de l'internationalisme et du supranationalisme. Voilà, c'était Pascal Tréfinguet, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Ciao, à demain. Alors régulièrement, je vous montre des extérieurs de Rio de Janeiro. Alors là, je me promène dans un quartier du sud de Rio de Janeiro qui s'appelle Recreio dos Bandeirantes. On est dans la réserve naturelle. C'est un lotissement avec des immeubles au centre de la réserve naturelle. Alors je vais vous montrer quelques singularités brésiliennes. Alors les Brésiliens, ils aiment beaucoup les animaux. À Rio, il y a une grande quantité d'animaux domestiques. Et puis ces animaux domestiques, eh bien, les Brésiliens aiment bien leur venir en aide. Alors vous allez trouver régulièrement dans différents endroits des petites niches comme ça pour les chiens sauvages, pour les petits chats dont on s'occupe. Voilà, donc on aime bien s'occuper des animaux. Voilà mon voisin de la direction de la police de Rio qui est en train de passer, qui est très sympathique d'ailleurs. Et puis on voit aussi que les Brésiliens, ils sont très sales, c'est comme dans tous les pays, voilà, il y a des poubelles partout, c'est des saloperies partout, il n'y a pas beaucoup de conscience écologique, le pays est grand, les infrastructures ne sont pas très résistantes, vous voyez, ça a été refait il y a 1 an. Et puis vous avez souvent des véhicules abandonnés, etc. Mais bon, ça reste sympa, on est dans la France de la fin des années 70, le début des années 80. Donc là, vous avez une colline, il y a la mer est juste de l'autre côté. La mer vient battre sur cette colline de l'autre côté. Voilà quel est l'environnement. Donc chacun s'occupe de son petit devant chez soi. Vous voyez les routes, les infrastructures ont été conçues dans les années 70. C'est un moment où le Brésil avait vraiment beaucoup d'argent. Et puis malheureusement, l'argent vient à manquer à cause de cette tutelle des États-Unis.
Et donc le Brésil, outre les problèmes de corruption, a quand même des gros problèmes de gestion de son économie, mais principalement à cause de cette tutelle américaine. Il ne faut pas l'imputer aux Brésiliens, il faut l'imputer surtout à la mentalité nationaliste portugaise qui fait beaucoup de mal au Brésil. Hein. Et ça, les milieux maçonniques en sont très conscients que ce nationalisme portugais a détruit la couronne en française du Brésil et qu'il y aurait très certainement un retour en arrière qui serait souhaitable. Il y a 35% des Brésiliens qui veulent un retour de la monarchie. Hein. Voilà, donc je vous laisse en regardant ces images de ces jolis paysages qui vont vous changer de votre environnement habituel. Hein. Ciao. Je vais vous montrer une petite particularité brésilienne, ça s'appelle le Trawler. Alors Trawler, c'est un moteur Ford V6 et puis c'est un 4x4 sur le modèle de la Jeep qui est intégralement produit au Brésil. Voilà, donc ça vous ne le trouverez pas en Europe, vous ne le trouverez pas en France. Ça s'appelle Trawler. C'est un bon 4x4, ça m'est arrivé d'en conduire, j'ai des amis qui en ont. Alors c'est très marrant, ça passe partout, il faut dégonfler les pneus pour aller sur la plage et c'est un véhicule qui est assez marrant à conduire. Alors les Brésiliens, ils aiment bien ce genre de véhicule, hein, les sedans, hein, des petites voitures avec un coffre à l'arrière. Hein, ils rêvent tous d'avoir une Mercedes. Et les voitures populaires, c'est ce genre de véhicule, celui-là doit avoir une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle la Gol, hein, G-O-L, qui est un genre de Polo Volkswagen. Hein. Il y a beaucoup de Volkswagen qui sont produites ici au Brésil, notamment en Amazonie, puisqu'il y a une zone industrielle assez importante à Manaus qui est complètement défiscalisée. Voilà, pour les petites singularités. Voilà, bon dia. Voilà l'environnement brésilien avec un parc automobile qui est très différent de celui qu'on est habitué à connaître en Europe. Et puis je m'amuserai à vous montrer des petites choses, ça va vous amuser. Voilà. À bientôt. Alors je vous présente William, qui est notre graphiste, qui est un petit peu timide. Voilà William. Tudo bom? Tudo bem. Voilà, c'est le bosseur. Graf. Voilà, c'est notre graphiste. Comme ça, vous connaissez presque toute l'équipe maintenant.